Au moment où j'ai fini d'écrire la première version du manuscrit de mon livre, je l'ai soumis à un éditeur qui l'a ensuite envoyé à d'autres pairs pour faire une revue par les pairs, pour avoir le retour de d'autres scientifiques sur la qualité de mon livre. Et malheureusement, l'éditeur a eu beaucoup de mal à trouver des relecteurs suffisamment motivés pour se taper mon livre, et je comprends tout à fait. C'est un sacré pavé, et il y en a aussi beaucoup qui ont dit qu'ils n'étaient pas suffisamment compétents pour pour faire une revue de mon livre. Et ça aussi je comprends tout à fait, puisque ce livre est extrêmement interdisciplinaire et il y a quand même pas mal de notions assez poussées qui viennent de domaines très divers et variés, qui vont voilà, de la neuroscience à la philosophie, à l'épistémologie, en passant par le machine learning, les lois des probabilités et même la physique théorique. Ceci dit, il y en avait quand même un qui a été suffisamment motivé pour lire quelques chapitres de mon livre et qui a écrit une revue à partir des 4-5 chapitres du livre qu'il avait lu. Et malheureusement, cette revue a été négative, et du coup l'éditeur n'a pas accepté de publier mon livre, ce que je comprends tout à fait. Alors le truc, c'est que du coup j'ai demandé à lire cette revue, et là j'ai été extrêmement déçu, voire complètement énervé, voire j'étais en fait complètement hors de moi quand j'ai lu cette revue, qui était très critique, mais les arguments avancés pour être critique, pour en arriver à cette conclusion que le livre ne devait pas être publié, était incroyablement disproportionné par rapport à la conclusion de la revue. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus grosse critique soulevée par cette revue était le fait que dans le chapitre sur la logique, au moment où j'ai introduit la notion de OU, je n'ai pas précisé s'il s'agissait d'un OU inclusif ou d'un OU exclusif, et d'après lui c'était une raison vraiment fatale à la publication du livre. Et ça m'a mis complètement hors de moi. Je veux dire, ce que j'avais écrit était ultra classique en logique. Tous les livres de logique font ce que j'avais fait. Et du coup, j'étais incroyablement énervé par ce lecteur. Et j'ai commencé à écrire un email, mais vraiment très en mode vénère. J'étais en mode hooligan, j'étais en mode incontrôlable. J'étais juste ultra énervé. Et heureusement, j'ai pris conscience à quel point j'étais énervé. Et du coup, j'ai envoyé d'abord ce que je comptais écrire. Je l'ai d'abord envoyé à des amis qui m'ont ensuite dit calme-toi, allez, bon, ça n'en sera à rien de faire ce que tu as fait. Et grâce à eux, j'ai réussi à ne pas envoyer cet email très énervé que j'avais préparé. Ok, donc ça c'était en 2017, donc c'était le lait de 2017 qui était tout à coup ultra énervé. Qu'est-ce que je lui dirais si je pouvais le rencontrer, si je pouvais remonter dans le passé et parler à mon moi de 2017? Eh bien, je lui dirais que sa déception est totalement justifiée. Il espérait, il s'attendait à être publié, et il n'a pas été publié, et je pense que sa déception est tout à fait légitime. En revanche, je pense que sa colère l'est absolument pas, et qu'il n'aurait pas dû être en colère. Et plus précisément, je lui dirais que la raison pour laquelle il était en colère, c'est parce que son idéologie a débordé sur sa description du monde et sur sa vision du monde tel qu'il est. Et ça, je pense que c'est un problème très général qui est extrêmement problématique. C'est le fait que la manière dont on pense que le monde devrait être a tendance à déborder de façon irrationnelle sur ce que l'on pense que le monde est. C'est ce que je pourrais appeler la guillotine inversée de Hume. La guillotine de Hume dit qu'on ne peut pas déduire un devrait être d'un est sans axiome moral additionnel. Et ça, c'est vraiment un point que je pense extrêmement important. Mais je pense qu'un point qui est tout aussi important, c'est du coup ce que j'appelle ici la guillotine inversée de Hume, et qui est malheureusement un des défauts que l'on a souvent dans la manière dont on débat, qui vient du fait qu'on a tendance à laisser déborder notre vision du monde tel qu'il devrait être, c'est-à-dire notre idéologie, sur notre vision du monde, c'est-à-dire la description que l'on a du monde tel qu'il est. Alors, petite précision, cette guillotine inversée, il faut la prendre avec un petit peu plus de pincettes et un peu plus subtil que ça, puisque d'une certaine manière, la vision du monde tel qu'il devrait être que l'on a, va influencer les actions que l'on va entreprendre, qui peut du coup influencer le monde tel qu'il est. Donc il y a un lien entre le devrait être et le est. Cependant, pour que ce devrait être affecte le monde tel qu'il est, il semble indispensable qu'il y ait une action intermédiaire, et que du coup, sans action, le devrait être ne devrait pas influencer, en tout cas pas directement, le monde tel qu'il est, ou plus exactement notre vision du monde tel qu'il est, notre description du monde.
Et donc c'est quelque chose auquel je pense qu'on ne prête pas assez attention et je vous inviterai à faire plus attention à ça la prochaine fois que vous serez dans un débat. Est-ce que finalement votre vision du monde tel qu'il devrait être n'est pas en train de changer votre façon d'analyser les données que vous avez du monde tel qu'il est? Et du coup, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un sophisme de la guillotine de Hume inversée? Voilà, ça peut être intéressant en tout cas de vous poser ce genre de questions régulièrement au moment notamment où vous débattez. Et en particulier, il semble que bien souvent, la raison pour laquelle on s'énerve, c'est parce qu'on observe une disjonction assez importante entre le monde tel qu'il est, tel qu'on peut inférer tel qu'il est avec les dernières données auxquelles on a accès, et la vision du monde tel qu'il devrait être que l'on a, c'est-à-dire notre idéologie d'une certaine manière. Et c'est cette tension entre l'idéologie et le monde tel qu'il est qui est souvent la cause de beaucoup d'énervement et d'agacement. Et une bonne façon d'éviter cet agacement, cet énervement, c'est de se dire tout simplement que le monde tel qu'il est n'a pas de raison d'être, le monde tel qu'il devrait être. Le monde tel qu'il est, il est tel qu'il est. Et le monde tel qu'il devrait être, et ben, c'est vous qui l'imaginez. Ça peut être utile à avoir en tête pour essayer de savoir vers quoi tendre, comment modifier le monde pour qu'il soit meilleur, mais ça ne doit pas être une raison d'agacement, puisque le monde n'a pas été construit pour qu'il soit tel qu'il devrait être selon vous. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais dire que tout ça est fortement influencé d'un excellent livre que j'ai lu récemment, que j'ai écouté plutôt, qui est le livre Feeling Good de David Burns. Donc il y a des études qui montrent que les personnes qui ont des troubles mentaux, notamment de dépression, pour ces personnes-là, la bibliothérapie, c'est-à-dire le simple fait de lire ce livre, a un effet thérapeutique extrêmement important, bien au-delà de l'effet placebo. Et du coup, je recommande très vivement ce livre à tous ceux parmi vous qui veulent juste se sentir mieux, typiquement parce que se sont énervés comme moi, comme le lait de 2017, par quelque chose qui est. Donc ce livre est très intéressant juste pour se sentir mieux, pour mieux comprendre le monde et ne pas s'énerver pour des mauvaises raisons. Mais ce livre est également extrêmement intéressant et c'est pour ça que je l'ai lu d'un point de vue #débattons mieux, puisqu'il y a beaucoup d'idées à l'intérieur qui sont vraiment des idées pour permettre de mieux réfléchir collectivement et pour éviter des mauvaises façons de débattre et de raisonner. Donc je recommande très vivement ce livre dont on reparlera beaucoup dans cette série Débattons mieux. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce livre sans le lire, je vous recommande cette excellente vidéo d'Alexandre Technoprog qui en a fait une vidéo sur un des aspects de ce livre.